Cette semaine, dans le balado, on part à la recherche de nos racines, on expérimente un nouveau travail et on tente de retrouver le Père Noël. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Est-ce que toi, tu veux changer de travail? Non, moi j'avoue que... Tout abandonné pour aller dans la nature? J'ai du grand bonheur, du grand plaisir et mon travail me comble. J'imagine pour toi aussi. As-tu cette tentation-là des fois? Quand on a un surmenage de travail, on dirait que des fois... Ouais, des fois, je me dis, tu sais, quand les gens, là, qui... En même temps, on se compare toujours ailleurs, là, mais tu sais, qui ont des emplois qui peuvent être stimulants, mais que quand c'est fini, là. Ouais. Parce que nous, souvent, c'est pas... Je me fais pas appeler à la maison, puis je suis pas dérangé, mais tu sais, c'était tout le temps, il y a tout le temps des films, des sorties du cinéma, de la mise en marché, parler, etc. Puis tu sais, comme, au moins, je me fais plus à croire que plus tard, ça va être relax. Je le sais que ce sera jamais relax plus tard. Ça va être relax quand je prends des vacances, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de période morte, tu sais. La roue tourne tout le temps dans le monde du cinéma. Voilà, c'est ça. Puis si on voit, là, s'il y a des vendredis, des fois, là, on est d'avance, là, on parle des magazines, des fois, on est comme, tu sais, comment avoir un trou en février? Ben, c'est comme, tu sais, tout le monde, c'est comme des piranhas, là. Tous les distributeurs vont sauter, tac, tac, puis rapidement, il y a pas plein de dates parce que tout le monde... Fait que là, plein de dates, plein d'entrevues, plein de choses à écrire, plein de trucs. D'ailleurs, t'étais un peu à Cinémania cette semaine, toi? Parlant de surcharge de travail, tout, oui. Ouais. Oui, ça a été... écoute, c'est un gros mois de novembre aussi, il faut dire, là, en termes de sorties de films québécois. Donc, nous, on a accès à beaucoup d'avant-premières. Et là, j'ai eu la chance aussi d'aller couvrir un peu Cinémania. J'ai fait beaucoup d'entretiens. Alors, dans les prochaines semaines, suivez ça. Ça va être plus, évidemment, sur la page Internet que pour le magazine, parce que c'est des films qui prennent l'affiche là, prochainement. Donc, j'ai quand même pu interviewer Charlotte Lebon et Céline Salette pour le film Nikki, dont on va parler aujourd'hui. Tahar Rahim et Grand Corps Malade pour Monsieur Aznavour. Ouais, quand même, gros film attendu, ça. Vraiment. Dans 2 semaines. L'équipe du film Le Roman de Jim aussi. La semaine prochaine. Et puis, Franck Dubosc. Oui, puis on le sait ici, là, les auditeurs fidèles savaient que Pat a un plaisir coupable en même temps. C'est un humain à part entière, mais pour ses œuvres qui sont plutôt comiques d'habitude, puis là, tu le savais pas du tout qu'Un ours dans le Jura était plus comédie noire, plus tranchant. Vraiment, j'avais plus aucune idée. Cohen-esque. Ouais, on est très dans le style, dans le ton de Fargo puis Burn After Reading, donc pour moi, ça a été une belle découverte. Et j'ai eu l'occasion, finalement, de le rencontrer, de pouvoir lui jaser en personne. Ouais, tout à fait. Et tu vas aller prendre une bière pendant 1 heure ou 2. Non, c'est ça. Il était quand même assez business, très cordial, mais là, souvent, aussi, quand ils sont là, les entrevues s'enchaînent et se ressemblent peut-être pour eux. Là. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle? C'est comme, c'est sûr que la question revient, mais en même temps, nous, nos auditeurs, notre magazine, notre quoi que ce soit, tout le monde veut avoir un peu les mêmes réponses. Fait que, mais j'ai eu l'occasion aussi d'assister à la première de Ville et Misérables. Oui, grosse sortie pour le début d'année 2025. Ouais, c'est ça. Fait comédie absurde avec Fabien Cloutier et Pierre-Luc Funk, tiré d'une bande dessinée. Donc, j'ai bien hâte de vous en parler quand le film sortira. Parce que on ne dévoilera pas tous les punchs aujourd'hui. Donc, c'est un petit court séjour très sympathique, mais très chargé. Moi qui n'ai pas assisté à ça, tout à fait des rencontres, parce que c'est ouvert au public, mais aussi il y a quand même des médias, puis du gratin, puis des choses comme ça. Est-ce qu'ils demandent de être sous embargo puis pas parler du film, ou techniquement, vu qu'il est sorti, tout le monde pourrait noter 5 étoiles? Puis, Oui, bonne question. En tout cas, il n'y a pas eu de consigne sur place. OK. Fait que, bonne question. J'imagine que non. Si c'est public, puis à du moment où des gens peuvent acheter des billets, là, d'habitude, il n'y a plus ça. C'est un festival. C'est ça, généralement. Puis je pense que c'est la même chose pour tous les festivals. Ça. Dès que le film est montré une première fois... Je parlais à d'autres professionnels de l'industrie, puis à propos de Letterboxd, justement, l'application pour dire, toi, est-ce que tu mets des ratings? Il y a des films que on les voit un petit peu en primeur, mais on attend la sortie officielle avant vraiment de mettre une forme de critique, des étoiles ou quoi que ce soit. Puis lui, il me disait, moi, dès que le film a joué publiquement quelque part dans le monde, un festival, Cannes, n'importe quoi, je me gêne pas. À ce moment-là, il n'y a plus d'embargo. Mais des fois, les films américains, par exemple, Mission Impossible ou quelque chose comme ça, s'il n'est pas présenté nulle part puis que c'est juste il sort le jeudi soir ou quoi que ce soit, là, souvent, c'est là que tu vas avoir un embargo quelques jours avant. Puis ça dépend des films de plus en plus aussi. Là. Je fais une parenthèse, ces embargos...
souvent, quand les distributeurs sont confiants de leur film, donc les distributeurs et producteurs, ils vont dire « Ah oui, vous pouvez en parler parce qu'on le sait que dans le fond, vous allez apprécier. » Ben oui, ça crée un buzz. Et ce qu'on voit à l'inverse, souvent, des fois, les films, ça n'a pas l'air si bon que ça puis que tout le monde n'en est pas si sûr, ben c'est là qu'il y a l'embargo jusqu'à la journée même de la sortie pour être sûr que les gens aient juste leur propre opinion et décident d'aller voir le film et se commettent à acheter des billets et aller le premier week-end parce que ça fait pas une semaine que tout le monde dit que c'est de la dope puis qu'il faut éviter ça. T'sais. Fait que, bref, c'est la relation. Fait que, mais j'ai vu passer sur Letterboxd parce qu'il y avait plusieurs personnes à Ville et Misérables. Oui. Puis souvent, il y a un peu ce consensus-là, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, d'autres comédiens, t'es ami de quelqu'un, fait que d'habitude, les gens qui ont vu le film, mettent un petit cœur, mais mettent des commentaires, mais ils mettent pas des étoiles. Je comprends qu'il y en a beaucoup. Si tu veux pas être hypocrite aussi, là, ben oui, c'est et ça. que ce soit autant quand c'est bon que quand c'est mal, là, tu vas adorer quelque chose, mais 4 étoiles et demi, allez-y, puis l'autre d'après, tu dis, lui, je vais dire rien, ben tu souvent, ils préfèrent juste, je mets pas rien. Puis tu sais, en plus, des fois, c'est un peu la main qui te nourrit. Là. Tu le sais jamais que t'es comédien ou réal, que ton prochain film sera pas avec ou produit par la même boîte ou quoi. Puis, tu sais, c'est un peu le Twitter du film d'une certaine manière, là, Letterboxd. Fait que s'il voit que... Non, tout ça est très délicat, surtout que c'est un très petit écosystème ici au Québec en plus. Oui, c'est ça. Parlons, avant de parler des nouveautés, allons-y un petit peu d'actu. Semaine assez tranquille pour ma part, mais j'ai quand même relevé 3 petites nouvelles. Tout d'abord, ça c'est fraîchement arrivé, annoncé ce matin. On a le nouvel animateur pour les Oscars de 2025. Ah ouais? Un seul? Plusieurs? Un seul. Will Smith. Non, on n'a pas vu cette audace-là, ni Chris Rock qui ne revient pas. Mais on reste dans l'humour. On sait que c'est Jimmy Kimmel qui a animé les 2 dernières années. Donc, on reste dans le thème du Late Night Host. Ce n'est pas Fallon, mais Conan O'Brien. Ah ouais? Et ça, c'est sa première fois. Première fois. Ah, ça, je pense que ça va être bon. Je pense que oui. J'ai vraiment hâte de voir. D'habitude, je suis très neutre par rapport à toutes ces annonces-là, là, parce que je trouve que au final, c'est toujours pareil. Puis, tu sais, à part le numéro d'ouverture, finalement, les animateurs présentent d'autres animateurs pour chaque affaire et tout. Tu sais. Mais je suis comme, mon intérêt est piqué. Ouais, je pense que c'est vraiment un très, très bon choix, très solide. On sait que Conan, maintenant, est plus impliqué dans son podcast. Il n'est plus vraiment à la télé. Ceux qui vivent de podcasting, comme nous. Oui, tout à fait. On est dans la même talle. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de Patreon. On n'a pas besoin. Juste en YouTube money, là, c'est ça. Fait que voilà, pour les Oscars qui aura lieu le 2 mars, je pense. 1er mars, en tout cas, premier dimanche de mars. C'est cette fin de semaine-là. Christopher Nolan, on en parle depuis quelques temps déjà. Son prochain film, on avait annoncé Matt Damon et Tom Holland. Et là... une brochette de comédiennes qui s'ajoute. Est-ce que je me trompe? Il y a Zendaya. Zendaya, c'est confirmé. Fait que là, on se demande tous, est-ce que ça va être Spider-Man 4 en secret? Je ne crois pas. Donc, Zendaya, Anne Hathaway et Lupita Nyong'o. Alors, quand même, pas gênant. assez solide. Non, j'ai l'impression qu'on va retrouver un peu comme Oppenheimer, mais la moitié du bottin c'est ça s'en vient. d'Hollywood. J'espère qu'ils vont penser à nous. Ouais, fait que on peut voir le fruit de son travail le 17 juillet 2026. Évidemment, on n'a aucune idée de quoi va parler le film. C'est ça, parce que... Excusez, je tape sur la table. Il y a un genre de poster qui est passé où on voit Damon puis Holland qui sortent comme d'un hélicoptère avec des casques, c'est la nuit, il pleut et tout. Puis là, j'ai vu ça passer à quelque part. Puis là, je le recherchais, mais je pense que c'est du fan art. Puis que plusieurs personnes, parce qu'il n'y a même pas de titre au film, il n'est pas annoncé. Fait que c'est juste comme Christopher Nolan Next Project avec la date. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on sait. Puis ces 2 comédiens-là. Ouais. Fait que ça doit être fait un peu par du AI, du fan art, quelque chose comme ça. Puis là, ça a circulé. Puis tout le monde était comme, wow. Puis après, je cherchais sur des sources officielles en disant, je me souviens plus ce qui est distributeur, c'est encore Universal. Puis pourquoi je retrouve rien de ça? Puis j'étais OK, non, c'est ça. C'est du fan-made et tout, puis tout le monde s'emporte, comme les fausses bandes-annonces, ces affaires-là. Ouais. Ça aurait été étonnant qu'on lance comme une pré-affiche de même, sans rien d'autre. Ouais, ça prendrait au moins le titre, mais Jordan Peele, et qui était aussi distribué par Universal, mais tu sais, Focus Feature, puis plein de choses, là, mais pour Nope, il avait fait ça, là, 1 an d'avance, une affiche très cryptique d'un nuage avec une banderole, puis... je m'en rappelle plus. Quand ils ont annoncé le titre, il avait fait ça, mais... avec juste la date, puis voilà. Et au sens inverse, la première de Nope commençait par un teaser de Oppenheimer de 30 secondes avec un décompte
Oui, c'est vrai. Oui. Des jours avant la sortie. Puis c'était la première annonce comme du film, autre que c'était les premières images, disons, qu'on voyait. Tout. Fait que, ouais. Puis là, ça c'est 26, mais Jordan Peele, il n'y a pas un film, lui, l'été prochain. C'est en 2025. Pendant un temps, il était annoncé pour Noël, puis c'était vraiment bizarre qu'il fasse un film d'horreur à Noël en même temps que Nosferatu, puis tout. Ouais. Fait que c'est Peele qui s'est tassé, puis je pense que c'était à l'été 25. Fait que peut-être qu'ils vont refaire la même chose, que sur le gros attrait qu'est des films de Jordan Peele. On va mettre de quoi pour... Oui, ça serait très, très plausible. Si on tournait, là, je sais pas quand est-ce qu'il tourne, Nolan. Ben écoute, si c'est peut-être pas déjà commencé, ça va se faire, j'ai l'impression, dans les prochains jours ou semaines. Là. Quand habituellement on annonce comme ça des signatures, c'est que c'est... On est proche du go. Parlant de comédiens, un qui a comme semi-annoncé son plan de retraite. OK. Denzel Washington. Ah ouais? Il fait juste des pacifiers. Comment ça s'appelait, non? Le Equalizer. Equalizer. Ben, je pense que c'est terminé après de ce qu'il a dit. Parce qu'il dit probablement que son dernier rôle sera celui dans Black Panther 3. Fait que par la bande, il a comme dit qu'il va être dans le film. Ça. Et oui, mais ça peut être dans 16 ans, là, avec le calendrier Marvel. Ouais. Ben, en tout cas... J'ai l'impression qu'il souhaite que ce soit plus tôt que tard, mais il disait que le scénario est en cours d'écriture et qu'il y avait un rôle pour lui. Et d'ici là, je pense qu'il y avait comme genre 3-4 autres films là, qui s'en venaient. Ben, il va être dans Gladiator. Oui, c'est ça. Parle, OK. Mais post-Gladiator. OK, de tournage à faire. Oui, à venir. Il n'y avait pas de Equalizer 4. Parce qu'on a eu 3, c'est ça? Oui, exact. Fait qu'il ne le mentionnait pas. Mais il va sûrement faire un autre film avec Antoine Fuqua, je peux pas croire. Reste à voir, mais je pense qu'il y avait un drame. En tout cas, je me rappelle plus, là, j'ai pas noté. Puis il disait, probablement que le rendu là, ça va être Black Panther 3, puis je vais être près de 70 ans, puis ça risque d'être... Penses-tu qu'il va essayer, ou si c'est pas fait là-dedans, qu'il y a un film avec John David Washington, avec son fils? Ça pourrait être très cool, effectivement. Ouais. Peut-être Black Panther 3, qui sait? C'est vrai. Peut-être. Mais en même temps, ça aurait mieux un film plus unique que juste eux les glisser au travers de tout ça. Là, ouais. Donc, fait que voilà, quand même, Washington, quand même une carrière très, très remplie, puis un des acteurs très appréciés aussi du grand public. Ouais, j'ai l'impression que personne n'a rien à dire contre Denz. Bande-annonce, il y en a une qui t'a enflammé, qui t'a excité, qui est tombée la journée même où on enregistrait le balado vendredi dernier. Ouais, fidèles à leurs habitudes du côté de Paramount et Skyline, comment il s'appelle? Skydance. Skydance. Mission Impossible 8 et de son titre exact, Mission Impossible The Final Reckoning ou bilan final au Québec. On avait annoncé justement qu'on laisserait tomber les chapitres 1, chapitre 2, partie 1, partie 2. J'ai l'impression qu'ils vont réviser... probablement le générique, puis ça va être juste Dead Reckoning, finalement. J'ai l'impression que... Ouais, je pense que sur le Blu-ray et ces affaires-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais ils ont sûrement corrigé le film, puis la pellicule et tout, ça se peut très bien. C'est pour le 23 mai 2025, donc au début de l'été. C'est assez cryptique, on voit des images depuis le début de la franchise cinématographique, puis on comprend que les problèmes ne sont pas finis d'être réglés avec, je me souviens plus... La fameuse clé. Ouais, c'est ça, à quoi servent les sous-marins nucléaires, puis tout. On voit Tom courir, évidemment. Oui, c'est ça, une première, je pense. C'est la première fois. Croyez-le ou non, il est encore en forme. J'ai extrêmement hâte, là, je te le disais, ça t'a même surpris, puis j'étais comme, c'est ma franchise préférée, moi, mais je l'ai comme... Même si je parle beaucoup de Rapide et Dangereux, j'aime quand même mieux Mission Impossible, qui est quelque chose de similaire, mais qui est plus impressionnant et plus sérieux. Mieux écrit, mieux joué. Simon Pegg, tout le monde est full charismatique là-dedans. C'est des films qui font apprécier Tom Cruise. Là. C'est un très bon acteur, mais souvent, il est un peu coco bongo. Ça le met bien en valeur, Mais je trouve que quand il est joué là-dedans, puis tout, je suis comme, il a l'air... c'est clair qu'il est fascinant, mais genre, je prendrais plusieurs bières avec lui. Ouais. Avec toute l'équipe, même McQuarrie, puis tout, c'est de la pure folie, tout ça. Puis, fait que j'ai extrêmement hâte, puis j'imagine que le budget a suivi, même s'ils sont un peu déçus des résultats du dernier. Mais... Il a plus que suivi. Aux dernières estimées, il serait rendu à 400 millions. Je pense qu'il a dit on finit ça en grand. Parce qu'ils ont annoncé que c'était pas nécessairement la fin de la série, de la franchise, mais ce serait la fin de Tom Cruise en tant que Ethan Hunt. C'est ça, effectivement. Je suis pas certain qu'ils vont le faire mourir pour autant. Je pense qu'il va peut-être juste trouver la paix dans une forme de retraite ou quelque chose comme ça. Puis laisser croire que son personnage survit, mais fait d'autres choses. S'achète un chalet ou rénove un duplex.
Mais on va piloter des avions. On va se parler hors micro, faut se parler, Pat. Mais faire notre épisode récapitulatif de l'année avec nos tops, puis souvent on parle des films, spoiler, c'est le film que j'attends le plus de l'année, à moins qu'il y ait un Moneyball 2 que j'ai pas vu au calendrier, là, c'est clairement ça que... Ça pourrait être bon, ça pourrait être sur le déménagement des Aces d'Oakland. Ouais, c'est ça, en fait, il faut qu'une page d'histoire se tourne un petit peu avant qu'ils puissent construire la Moi, j'avoue que j'ai bien hâte de voir, mais le dernier m'avait refroidi un peu. Là. Je pense que mes attentes étaient peut-être un peu trop hautes, fait que j'espère que ça va bien se conclure. Le fait qu'il était à suivre, c'est ça qui est un peu décevant. À chaque fois que tu as un arc pas complet, mais moi, je l'ai trouvé super bon. Mais je trouvais l'histoire même, là, le MacGuffin, tout là, je trouve un petit peu moins intéressant. Avec le AI, là. Ouais, on a vu ça dans plusieurs affaires récemment. La star que c'est l'intelligence artificielle, puis là que tu es engagé par le AI est plus gros que ça, puis le film d'horreur c'était exactement ça. Puis c'est même mission impossible juste de le faire. Mais il y a une séquence où Cruise a l'air d'être suspendu, attaché après les ailes de vieux avions. Oui, il y a ça. Mais ça explique des choses parce que quand il faisait la promo... Oui, il y avait... on voyait Macquarie puis lui, chacun dans leur petit avion rouge et jaune, comme ça, exact. Puis ils disaient, venez voir ça sur grand écran, puis blablabla, puis ça va être fou. Puis là, j'étais drôle de stunt juste pour ça. Puis là, tu le vois dans le film. OK, il était déjà... Parce que oui, il y a des choses qui ont tourné... conjointement un peu certaines affaires, mais il restait quand même des scènes à tourner, là, 400 millions de scènes à tourner pour 400 millions de scènes. Fait que, ouais, moi j'ai vraiment hâte, mais tu sais, plus que des Marvel, Marvel, je suis toujours curieux de les voir, mais je sais pas, j'entoure pas les dates sur mon calendrier, je pense. Toi, brûle pour point de même, y a-tu de quoi à date que t'as... Pour 2025? Ouais. Oui. Sûrement le film sur Brandon Marlowe. Brandon Marlowe. Marlowe, j'ai mélangé avec Marlowe, le personnage Marlon Brando. Oui, c'est ça. Écoute, rapidement, dans les gros films blockbusters, j'en ai pas qui me vient à l'esprit, mais là, j'ai un peu oublié le calendrier, puis tu me prends par surprise. Mais écoute, je vais me garder ça pour quelques semaines. C'est ça, une aguiche pour notre spécial tout à fait. Revue de l'année. Mais donc, tu parles, oui, de Brando, parce que ça fait 2 semaines que je voulais en parler, j'ai oublié de le noter à chaque fois. C'est Waltzing with Brando. On en avait parlé un petit peu. Avec Brando. Ouais, la valse avec Brando, qui relate la vie de Brando dans les années 70, donc son espèce de comeback avec le dernier tango à Paris jusqu'à Apocalypse Now. Mais ce n'est pas nécessairement centré sur les tournages de ces films-là, comme Le Parrain et tout ça. Mais, parce que Brando, dans ces années-là, s'est acheté une île dans en Polynésie française. L'île du Docteur Moreau. Fait que, quasiment, c'était ça. Puis, je pense qu'il a injecté beaucoup d'argent, ou des investisseurs ont mis beaucoup d'argent dans un projet assez fou, assez grandiose. Fait que ça a l'air très fascinant comme film, et c'est surtout l'interprétation de Billy Zane, le comédien, le méchant dans Titanic, qui, écoute, le maquillage qu'ils ont fait sur Zane est tellement impressionnant, là. On a vraiment l'impression de voir Brando à l'écran. C'est sidérant. Fait que si vous êtes curieux, vous voulez voir la bande-annonce, allez voir ça, Waltzing with Brando. C'est fou. Fait que j'espère vraiment qu'il y aura une sortie au cinéma, parce que là, c'est comme flou un peu. Mais le là, film c'est ça, est comme... tu m'as appris ça juste avant d'enregistrer, et je ne l'ai pas vu non plus. Il n'y a pas de distributeur attaché. Là. Il est comme en vente là, sur les marchés. Fait que disponible... pour les droits d'acquisition. Fait que j'espère que ça va trouver preneur et qu'on aura l'occasion de le voir sur les grands écrans. Là. Mais je pense par son sujet, puis juste parce que ça dégage, je ne peux pas croire que ce ne sera pas le cas. Ben, il va sûrement être acquis, etc. Mais ça se peut que ça soit tellement limité. Est-ce qu'après, ça va réussir à se rendre jusqu'ici? Puis, il y a des choses plus critiques que ça, je pense. Oui, sauf qu'il y a des plateformes d'écoute en continu qui ont les poches creuses. Puis ça se peut qu'eux ramassent cette affaire-là comme ça, mais que ça devienne une sortie un peu anecdotique sur leur plateforme, malheureusement. Mais c'est clair que ça va être mis aux yeux du public, mais... Ouais, mais tu sais, je pense, vu le sujet de Brando, c'est Hollywood, potentiellement un acteur qui pourrait avoir une nomination aux Oscars, tout dépendant là, du niveau de jeu. Là, fait que je pense que ça peut être même si c'est acheté par un streamer, ça peut être une belle carte de visite. En tout cas. Puis toi, après l'écriture de bande dessinée, la scénarisation, les jeux de société, tu pourrais devenir distributeur, producteur. Tu pourrais partir ta compagnie, t'en occuper, faire une offre. C'est ça. Mettons que j'ai pas les poches assez pleines. Ouais, je pense pas que 20 000 $ c'est suffisant.
acquérir le film. Ouais. Ah, mais c'est drôle, tu parles de ça. Une petite anecdote, hein, je vais prendre 2 minutes. Quand j'étais au TIFF à Toronto, à un moment donné, j'étais où? Je pense dans la salle de cinéma, j'attendais de voir un film, je pense que c'était à Nora. Mais à côté de moi, il y avait des gens de New York, un monsieur de certain âge, j'aurais peut-être fin cinquantaine, puis j'avais comme l'impression qu'il venait de partir, justement, sa boîte de distribution, ça faisait quelques années, en tout cas. Puis là, il était en train de ramasser du capital, puis... fait que là, il parlait, je comprenais finalement comme une mise de fonds là, pour partir toute sa boîte. Et il parlait pas avec toi. Il parlait avec quelqu'un d'autre. Okay. Je pense que c'est une critique de cinéma de New York, fait qu'il se connaissait, tout ça. Puis, fait qu'il devait aller comme chercher un 20 millions. Fait que c'était à peu près ça. Puis, il était comme rendu à moitié chemin, là, tu sais. Fait que... C'était quand même... quand même. Ça te prend des bons fonds. Ça te prend des bons bodies, des bons contacts ça explique, au niveau des banques. Ben, c'est ça, puis ça explique pourquoi on dit que si au Québec, on finançait pas le cinéma, il n'y en aurait pas. Là. Il y aurait un film par année, puis ce serait une espèce de people pleaser de merde, là, avec genre tellement de placements publicitaires et tout, que ce serait vulgaire. Fait que... Thanks to Québec. Ben voilà. Puis on s'entend qu'avec un fonds comme ça, tu n'achètes pas non plus des gros films, là, on s'entend. Tu ne payes pas nom de code rouge avec 20 millions. Et même pas A Real Pain, pratiquement. Parce que parlons de nos sorties de la semaine. D'accord. Parce que c'est un film qui a été financé de manière indépendante et qui avait été acheté par Disney pour 10 millions quand même à Sundance suite à sa projection. Fait que ça donne déjà l'ordre d'idée, hein, ton 20 millions est rapidement dépensé. Oui, c'est ça. Donc, A Real Pain de Jesse Eisenberg. Oui, au Québec, un vrai pain. Non, c'est une vraie douleur. Avec Kieran Culkin, qu'on n'a pas revu depuis un certain temps, mais en fait, on m'a dit qu'il est dans la série Succession. Voilà, oui. Fait qu'il y a un gros buzz. Il a même gagné un Emmy Award pour sa prestation. Fait que moi, le plus talentueux, je pense, des deux Culkin, je pense qu'on peut le dire sans gêne. Ou du moins celui qui a le plus de pérennité dans sa carrière cinématographique, qui est le jeune frère de Macaulay. En cette période de Noël, on peut revisiter les films de Macaulay. Jesse Eisenberg, donc, qui réalise sa deuxième réalisation, qui a écrit et qui joue un des deux cousins. D'autres rôles, Will Sharp, Jennifer Grey aussi, qui est pas tant là comme un caméo que vraiment pour un rôle de madame dans le film. Ouais, puis ça m'a pris un méchant bout avant de la reconnaître. Elle est plus frisée, on dirait que c'est un peu pour ça. Jennifer Grey qui était dans Baby... Dirty Dancing. Tu sais, qui a quand même beaucoup vieilli, puis ça fait longtemps qu'on l'a vu aussi. Ferris Bueller aussi. Oui, tout à fait, qui était la blonde de Matthew Broderick à l'époque en plus. Il jouait frère et sœur, mais c'était caché sur le plateau. Fait que tout le long, c'est qui? Puis là, finalement, au générique, je ne l'ai même pas deviné, j'ai Jennifer Grey. Mais non, c'est ça, c'est pas comme un caméo, c'est un casting d'elle et tout. Bref, qu'est-ce qui se passe dans Real Pain? C'est deux cousins qu'on comprend qu'autrefois, ils étaient très proches. Ils sont un petit peu séparés dans les dernières années. Et là, suite au décès de leur grand-mère, ils décident de lui faire honneur en allant visiter la Pologne, car elle était une survivante de l'Holocauste. Mais eux vivent à New York et ont grandi là depuis toujours. Fait que ils vont revoir leurs racines polonaises, dans le fond, en embarquant dans un voyage organisé, mais comme à petite échelle, là, qui sont comme 6-7 avec un guide. Fait que, au fil de ces événements-là, nous, on va comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec eux, c'est quoi leur relation, puis ça fait aussi changer de perspective sur l'un d'eux, car ils sont très opposés. Il y en a un qui est celui d'Eisenberg, qui est David. Lui, il a l'air plus responsable, plus renfermé, très Jesse Eisenberg, il a l'air névrosé. Un peu... oui, c'est ça, névrosé, mais tu sais, plus malhabile socialement, mettons. Oui. Et à l'inverse, donc Benji, lui, il est plus flamboyant, il est relax, des chemises hawaïennes, il est en short mais en gogoune. Ça faisait penser à Jonathan Roy. Peut-être, je sais pas s'il est aussi ouvert sexuellement que Jonathan Roy. Mais je sais pas s'il fait de la van life, là, mais oui, il est très plus itinérant et tout. Il est connecté, très tactile, mais aussi il passe de 0 à 100 rapidement, très émotif, très sensible. Et on comprend qu'il était beaucoup plus proche de la grand-mère aussi, lui, qui s'appelait une fois par semaine ou une fois par jour, je me souviens plus. Et voilà, donc une comédie dramatique ou, comme ça, on peut dire à l'inverse, quasiment une tragicomédie, là. Un drame, mais parsemé de moments très loufoques. Qui dure 90 minutes, donc rapidement, bien envoyé, bien écrit, très solide.
Tout à fait. Écoute, moi, j'avais l'impression de voir Richard Linklater par moment. Entre autres, son Before Sunrise, sans l'histoire d'amour, mais cette espèce-là d'avoir deux étrangers dans une ville qu'on découvre un pays, parce qu'on se promène quand même dans quelques villes de la Pologne, puis il y a des moments où, justement, on est avec eux, on suit leur périple touristique, qui était super intéressant aussi. On visite les raffineries. Il y a un camp de concentration, entre autres, et des différents monuments, tout ça dédiés à la guerre. Dans les dialogues aussi, justement, c'est très, très verbeux, comme les films de Richard Linklater, où on aborde la vie et tout ça. Fait un peu Alexander Payne aussi, je crois qu'on est dans cette corde-là. Sideways aussi. Ouais, d'espèce de cynisme. Puis de relations fraternelles, même, ils ne sont pas frères, mais amicales et tout ça. Donc, on comprend, en fait, qu'ils ont grandi comme des frères parce qu'ils étaient très près. C'est ça, très proche, nés à 3 semaines de différence. Fait que moi, j'ai bien embarqué, honnêtement. Jesse Eisenberg me surprend. J'avais bien aimé son premier film, là, qui était When You Finish Saving the World. Puis là, indéniablement, il y a un talent. Il y a un talent d'écriture, de conteur aussi. Il s'est tiré de bonnes performances de ses comédiens. Kerry Culkin est très, très efficace dans ce rôle-là. Donc, des personnages intéressants. Fait que moi, je pense que c'est comme un film anecdotique. On ne change pas là sauver de la vie, mais on a l'impression de partager un petit moment avec eux. Une petite fenêtre sur leur vie. D'ailleurs, c'est intéressant comment le film ouvre et se clôture. Je vais vous laisser le découvrir. Puis, penses-tu, tu as mentionné Disney parce que c'est la grande égérie Disney, mais en fait, c'est Searchlight, plus précisément, qui sont leurs films plus artistiques. Penses-tu qu'ils ont les poches assez creuses et qu'ils vont pusher pour les Oscars avec ce film-là? Je pense qu'au niveau des performances, Kieran pourrait être en nomination, peut-être. Je pense que oui. Même scénario original, je ne serais pas étonné que Eisenberg se retrouve là. Après ça, on verra peut-être pour film. Il y a peut-être une chance là, avec 10 candidats. Peut-être qu'il va se glisser. Réalisateur, ça, je suis étonné. C'est quand même assez minimaliste. Voilà. Puis c'est correct, c'est parfait. Il n'y avait pas besoin de tape à l'œil non plus. Juste poser la caméra puis laisser jouer le monde. Fait que j'ai hâte de voir. Mais assurément, je pense que tout le buzz depuis sa fameuse projection à Sundance, je pense qu'il va lui ouvrir grand les portes pour son prochain projet. Là. En plus que le film est produit par Emma Stone, il faut dire. Oui, aussi. c'est leur deuxième collaboration. Fait que aussi, j'aime beaucoup Emma Stone qui produit aussi ses plus récents films là, de Yorgos Lanthimos et tout ça. Fait qu'elle se montre quand même un catalogue assez intéressant. Est-ce que ça a une boîte? Oui. Là, je l'ai pas noté, mais oui, on le voit. Ils ont-ils déjà joué ensemble dans un film? Zombieland. Ah, ben oui, c'est vrai. Je pense qu'est née leur amitié. Oui, c'est ça, j'arrivais pas à me souvenir, mais je suis comme ça, on les a déjà vus ensemble. Elle était jeune, ça fait long. Ben, les deux étaient jeunes, mais... Ben ouais, ça fait quoi? 15 ans le premier, peut-être, au début des années 2010. J'ai deux petits fun facts intéressants, parce que dans le film, donc, ils se promènent un peu partout, mais ils vont terminer leur voyage en allant visiter la maison où avait grandi leur grand-mère et tout ça. Donc, c'est vraiment la maison des ancêtres de Jesse Eisenberg. Ah, mais tu vois, je savais pas si c'était... OK, fait qu'il est vraiment qui est allé sur place. D'origine polonaise. Tout à fait. Et c'est le premier film, ça c'est un peu surprenant, qui a eu l'autorisation de tourner réellement dans un camp de concentration. Les autres films de guerre, ça a été toujours recréé, jamais dans... on dirait que je peux comprendre. C'est sûr que, tu sais, The Great Escape puis des affaires comme... c'était pas tout à fait pareil, là, mais tu sais, des films comme ça que... Schindler's List, on aurait pu le penser, mais ça, mais c'est parce que c'est des tournages tellement gros, prenants, qu'il faut le figurant, que ça va être comme, non, vous pouvez pas tout briser ça. Mais là, ce qu'on suit, c'est vraiment un groupe de 6 personnes qui visitent l'espace, donc c'est les lieux, fait que je pense que c'était faisable si on veut, mais... Et c'est de ce qu'on apprend, c'est un des camps de concentration qui est le mieux préservé dans l'état lequel il avait été laissé. Là. Donc là, j'ai pas noté juste par exprès, puis c'est pas un des camps là, connus comme Auschwitz ou Birkenau, là. Mais cette séquence-là, bien évidemment, c'est toujours... émouvant à voir. Oui, puis c'est vraiment intéressant ce que Benji, le personnage de Culkin, amène, ce point-là que, tu sais, c'est pas un divulgateur, mais amené, c'est que leur guide, il explique beaucoup de choses, puis lui, il est comme, mais tu sais, tout ça, c'est des humains, c'était du monde, là, on est juste tout le temps dans les faits, puis... Fait que oui, le film discute des relations entre les deux cousins, mais aussi entre les autres personnes, ceux qui visitent avec la Pologne, avec post-guerre, sans être
j'aurais de la misère à le... C'est pas vraiment un film sur la Deuxième Guerre mondiale ou quoi que ce soit. C'est plus un road movie sur ces deux mecs-là dans ce contexte-là. Mais oui, il y a énormément de bien avec A Real Pain. Tout à fait. Et j'ai envie de faire le segway. Passons des cheveux bouclés de Jesse Eisenberg aux cheveux bouclés de Félix-Antoine Duval. Ben oui. Ou de la laine bouclée des moutons. Ben, c'est ça. C'est le vrai troisième lien, c'est ça. Berger de Sophie de Raspe, premier film depuis Antigone, il y a de cela 5-6 ans déjà, avec Félix-Antoine Duval et Solène Rigaud. Félix-Antoine joue un jeune publicitaire, dans le fond, montréalais, qui largue tout et il est en Provence, en France, décide de devenir berger, en fait, va chercher plusieurs livres, puis lit sur le métier de berger, la transhumance, qui est donc promener les moutons dans les montagnes pour les nourrir et tout pendant l'été. Puis veut aller vers cette romance-là qui est d'être berger, d'avoir un travail manuel, de s'occuper d'un troupeau, de s'occuper des animaux, de connecter avec la nature. Donc on comprend qu'il est plus capable des emails, puis des deadlines, puis le travail de publiciste a l'air quand même assez zinzin, là. Ouais. Puis je pense que le côté artificiel aussi de la vie, là. Je pense que c'est ce qui l'attire aussi, de retourner à la nature, de retourner à l'essence même. Exactement. Ouais. Fait que, bref, va se lancer dans cette aventure-là, mais finalement, il est green pas mal, comme on dit, donc aucune expérience, très naïf. Va se retrouver dans... Le film va nous présenter 3 contextes différents. Un premier dans une grosse ferme industrielle, mais on va lui dire, regarde, je sais que tu veux, mais ça te prend plus d'expérience. Va aller chercher son expérience ailleurs, dans une ferme plus... local, si on veut, là, que c'est plus les mêmes gens qui s'occupent à fond, et tout ça va le conduire éventuellement à là, vraiment aller se promener dans la montagne avec une autre collègue apprentie. Mais ce qui est intéressant aussi dans tout cela, c'est que ça vient du livre autobiographique de Mathias Lefébure. Donc, en fait, ça, une petite nuance que j'ai appris, en fait. Mathias, effectivement, a vécu ça et il a mis ça en fait sur blog à ce moment-là, au tournant des années 2000, quand même une vingtaine d'années. Puis, mais il ne le mettait pas sur blog pendant son périple. Oui, au fur et à mesure, effectivement. Puis, c'est la maison d'édition, le MEAC, qui ont tombé là-dessus. J'imagine que ça a comme peut-être créé un petit buzz un peu dans le milieu et tout ça. Puis, ils ont dit, ça serait intéressant. Je pense qu'il y a matière à faire un roman. Donc, le roman D'où viens-tu, berger? C'est comme une version romancée, très romanesque de son blog. OK. Fait que c'est plusieurs transpositions d'un média à l'autre. Oui, tout à fait. Ben, c'était un peu la fin de mon point, tout ça pour dire que c'est donc Sophie et Mathias qui ont travaillé ensemble pour scénariser à partir du roman. Puis ils ont travaillé là-dessus tellement longtemps que des fois, ils savent même plus qu'est-ce qui a été inventé pour le film, pour les bienfaits d'un format cinématographique, qu'est-ce qui vient de sa vraie vie, qu'est-ce qui était dans le roman. Puis, et lequel des deux a amené ça aussi. Comment amener ça se perd. Parce qu'ils ont fait beaucoup de versions de scénarios avant que ça soit financé. C'est ça. Ben, t'as eu en fait, l'épisode est en ligne depuis quelques jours. T'as eu la chance de rencontrer l'équipe. Je ne pouvais pas y être, malheureusement. Puis, t'as-tu assisté à la projection aussi après? Non, non. Parce que je sais que des fois, tu fais ça, en plus, tu vas aux projections, puis là, il y a un Q&A où il y a des questions et réponses différentes. J'aurais aimé ça, effectivement, mais non, j'avais une contrainte de temps. Mais non, ça a été une belle rencontre, honnêtement. Puis, c'était le fun aussi d'avoir la comédienne française. On a moins l'occasion de voir des gens en dehors du Québec. Fait que je pense que ça a donné quelque chose d'intéressant. Puis, fait que vous avez vu Berger, puis vous voulez en apprendre plus. Même avant, parce que c'est pas un film qui a beaucoup de spoilers comme tel. Ouais. Écoute, d'habitude, je déteste cette espèce de... je déteste. Ou disons, ça me touche pas, là, le fameux « Ah, c'est super beau, le film », mais... En fait, c'est surtout, je pense, quand un film n'est pas si bon que ça, mais qui est beau, c'est pas assez pour... C'est pas un plus-value suffisant, mais là, moi, c'est un film que j'ai adoré. C'est un de mes préférés de l'année. Ajoutons à ça la direction de photo de Vincent Gonneville. Je pense que c'était à l'épisode, j'ai mentionné qu'il a fait celle de Là d'où l'on vient, qui est sortie quelques semaines avant, puis qu'il a fait celle de... ceux qui sont dans le bois avec Naïma Ricci. Jour de chasse. Oui, Jour de chasse, c'est ça. Fait que grosse année pour lui. Vincent Gonneville, superbe film. Musique de Philippe Brault, qui en fait de plus en plus, qui n'a plus rien à apprendre, on dirait. Puis pour ajouter à tout ça, montage par Stéphane Lafleur. Fait qu'une espèce de trio d'enfer pour en arrière de ça, plus contrôle des comédiens. Puis tu sais, c'est un film que je comprends même pas comment ils ont fait, dans le sens que
il y a une scène d'intempérie, de difficulté, mais ils sont à la montagne, ils font le chemin des moutons, ils font... surtout quand ils sont en transhumance, ils passent 850 moutons dans le village, mais comme dit, nous, on fait le film, mais en même temps que les bergers, ils le font pour vrai. Il faut que tu t'arrimes avec leur saison, leurs affaires à eux. Fait que, tu joues à faire semblant, mais tous les animaux sont là. Fait qu'il faut que tu le fasses pour de vrai, finalement. T'sais. Au point de vue de la logistique, Sophia devait être brûlée à la fin du tournage. Puis tu sais, tes acteurs sont très guerriers aussi, c'est-à-dire qu'ils l'acceptent à 100%. Ils ne retournent pas dans un 5 étoiles avec des langoustines tous les soirs. Là. Ils acceptent non. Tu tournes dans la campagne rurale, dans la montagne avec les intempéries. C'est le rôle d'une vie, ça. Vraiment. Puis je pense que c'est ce que Félix-Antoine Duval a apprécié, d'ailleurs, là, du projet. Puis moi, ça te rejoint. Moi aussi, j'ai trouvé que c'est hyper classique, mais du classicisme bien fait, intéressant à voir, beau à voir aussi. Rien à redire, là. C'est un film de grande qualité. On en profite aussi pour ajouter aussi quelques, c'est pas une coquille vide, là, quelques notions sociales, socio-économiques, là, un qui est très drôle, c'est qu'il parle de la difficulté, de la misère sexuelle des bergers quand ils sont en montagne, parce qu'ils sont là comme tout l'été, genre 3 mois tout seuls. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a même le pays donne un financement pour envoyer des couples, des hommes-femmes et tout. Fait que ça fait leur affaire dans ce cas-là. Puis c'est un peu ce qui leur arrive, là, de pratiquement tomber en amour parce que c'est une expérience super unique, là, tu sais. Puis il y a ça, les difficultés agricoles, comme il dit, les gros élevages versus ceux qui font ça à l'ancienne, comme ça. Puis qui, tu sais, c'est un métier en voie d'extinction, là, finalement. Ce qu'on comprend, surtout qu'on est dans une... Là, c'est moi qui extrapole plus loin que le film, mais cette société de plus vite, plus gros, plus rapidement, la nourriture, la viande, c'est souvent ça, les hormones, toutes ces affaires. Fait que ceux qui prennent le temps d'aller pendant 3 mois leur faire manger de la belle herbe, puis... pour quelques milliers d'euros, puis tu redescends. Puis, je pense dans le balado que Sophie disait que justement le transhumanisme, il en reste, je pense que quelques fermiers qui font ça. Là, puis, c'est quelque chose qui est rendu un peu archaïque ou anachronique aujourd'hui de faire ça. Ben oui, puis je pense que c'est aussi... Tu sais, t'es dans un monde connecté par le web. Je sais pas, on est rendu à 2.0, 3.0. Fait que là, qui va aller s'isoler comme ça dans les montagnes en walkie-talkie, à se faire apporter du pain et du vin, puis laver tes bobettes avant de les remettre parce que t'en as 2 paires, puis c'est vraiment zinzin, là. Fait que, c'est un film vraiment épatant, on dirait du fait que ça existe, du fait qu'il a réussi à aboutir ça, puis il y a aussi tout le processus, ils ont survécu à une pandémie, là. Pas ça dans le film, mais je veux dire, c'était supposé se faire avant, le projet est tombé dans les limbes, puis il est revenu, puis etc. T'sais. Fait que là, je trouve que c'est un des films à voir, un des bons films, pas juste un film québécois, mais en général, et voir ce film-là, il devrait être à l'affiche pour plusieurs semaines, mais... On souhaite vraiment qu'il rencontre son public, parce qu'il le mérite entièrement, puis ça vient juste encore rajouter à l'incroyable année... du cinéma québécois. Ouais, là. Voilà, c'est ça. Puis, fait qu'insérer ici le jeu de mots de allez-y, tel... laissez-vous guider, nous sommes vos bergers, tel un bon troupeau, allez voir justement Berger en salle de cinéma, c'est là ça vaut son pesant d'or de le voir sur grand écran, comme on dit. En tout cas, je vais le louanger à tout jamais, puis des bonnes chances qu'on s'en reparle dans 1 mois dans notre top d'année. C'est sûr qu'il est dans le top 10, ce qui va se glisser dans la 5e. C'est quand même serré, top 5. Je commençais à y cogiter, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. J'ai fait ma liste. Mais c'est sûr qu'elle peut changer d'ici quelques semaines, mais j'ai besoin de me rafraîchir un peu, puis effectivement. Et avec Letterboxd, je l'ai fait un petit peu à l'année longue, mais... C'est plus rapidement. Ouais, mais à un moment donné, j'en mets, puis je suis rendu à 16-17 films, fait que là, puis tu sais, qui sont pleins de 4, puis 4 étoiles et demie, fait que là, j'en enlève, puis je comprends tranquillement l'exercice aussi. C'était qui disait ça? En tout cas, quand Pascal Plante, Paul Landriot, ils font leur revue de l'année, puis tout. Ils disent, moi, ils se fient pas à la date à laquelle ils ont vu un film, ils se fient à la date où le film a été présenté. Oui. C'est-à-dire que, je prends par exemple Zone of Interest. T'sais, c'est vraiment un gros film de 2023, mais ici au Québec, il est arrivé en janvier 24, on l'a pas eu avant. Puis là, on dirait que je regardais ma liste, puis il était très haut, mais j'étais comme, on dirait que ça n'a pas rapport, on dirait que c'est un film de l'an passé, t'sais. Fait, en tout cas, on en reparlera quand on sera rendu là. Ou écrivez-nous, vous faites quoi quand vous faites vos listes? Quand est-ce que vous avez eu accès au film? Je comprends que je ne mettrais pas Top Gun parce que c'est la première fois que je le vois, là, mais le film n'était pas disponible au Québec avant la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Parce qu'il va y avoir peut-être l'enjeu pour certains films cette année aussi, je me souviens plus, là, mais dans les films internationaux, par exemple...
Il y en a qui vont arriver juste en février, en mars, mais qui vont être comme pour les Oscars, parce que dans leur pays, en Pologne, en Italie, en quoi que ce soit, ils vont avoir pris l'affiche en 24. Fait que, bref, c'est pour ça. Fait que souvent, je regosse, puis je relis ma liste, puis je rechange l'ordre, puis je sais plus. Ou Exuma. Exuma, je l'avais bien aimé. Là. Pendant longtemps, il s'est accroché, mais c'était un film de l'année d'avant. C'est juste que c'était coréen, ça a pris du temps avant d'arriver ici. La semaine dernière, on parlait de Cyclone de Noël. Eh bien, la folie Noël continue, mais cette semaine, c'est dans l'action et le grandiose. Red One, nom de code rouge de Jake Kasdan. Jake Kasdan est l'homme derrière les 2 derniers Jumanji. Donc, il retrouve une des vedettes de Jumanji, Dwayne Johnson, mais aussi Chris Evans, l'ancien Captain America. Kiernan Shipka, un nom pas si connu que ça, mais un visage peut-être que vous reconnaissez, était surtout dans les aventures de Sabrina sur Netflix quand ils ont refait ça. Lucy Liu et J.K. Simmons qui incarne le Père Noël pour la première fois de sa carrière. Ce qui se passe ici, on est dans un univers où le Père Noël existe, comme notre univers, évidemment. Alors, le Père Noël ici, mais il est très gadgeto, c'est pas dans le futur, mais très gadget, et on comprend aussi que c'est un peu comme un secret d'État, là. Pour pouvoir voyager, aller dans les centres d'achat puis tout faire, il n'y a pas le choix qu'un peu l'armée puis des choses comme ça soient avec lui puis accepte de le cacher puis de laisser le traîneau dans des hangars, des choses comme ça. Puis le pôle Nord, où tout se passe, ça c'est vrai, il est caché un petit peu comme le Wakanda, une espèce de mur invisible, puis c'est très techno, il n'y a pas un métal spécial, là, mais il y a des drones partout, puis tout le monde est à l'œuvre, fait que c'est pas le pôle Nord un peu rustique comme on voit, là. Ouais, c'est ça, avec juste une petite maison, 17 lutins, puis on fait tout, c'est comme, il y a du monde à la shop, là. Puis Dwayne, lui, il incarne Callum Drift, qui est le garde du corps personnel de Santa, et qui est aussi le chef donc, de la sécurité de l'unité qui s'appelle ELF. Mais ce qui va arriver, c'est que le Père Noël va être kidnappé. Fait que là, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le monde a su où était le pôle Nord et ont pu venir le chercher? Et ils vont remonter jusqu'à la trace de Jack O'Malley, qui est un pirate informatique très slacker quand même dans ses affaires, qui n'est pas un très bon père, vraiment pas, et qui est sur la naughty list, là, sur la liste des vilains, joué par Chris Evans. Alors, c'est un buddy movie. Ils n'auront d'autre choix que de travailler ensemble parce que lui, c'est lui qui c'est un pirate informatique, c'est lui qui a trouvé c'était où la trace, mais il a juste revendu ça à du monde, il ne sait pas à qui, fait qu'il faut qu'il travaille en sens inverse à qui t'as vendu cette information-là et blablabla. Jusqu'à temps qu'on découvre un peu de fantastique et de fantaisie et de plans machiavéliques derrière tout ça. Fait que moi, faute de temps, je n'ai pas pu le voir parce que j'étais occupé ailleurs. Cinémania, littéralement. Ouais. Et c'était pas présenté à Cinémania car ce n'est pas un film français. Est-ce qu'on est plus dans la comédie d'action ou le film d'action drôle? Je pense que c'est plus un film d'action drôle, moi je trouve, mais pas action comme Violent Night, non. Pas à ce point-là. Mais... Genre les derniers Lethal Weapon, mettons. Parce que le premier était quand même plus hard, mais les autres c'était rendu. Mais écoute, le ton familial fait que c'est peut-être plus comédie d'action, mais la ligne est quand même mince. Ouais. Mais tu sais, on est beaucoup dans on remonte là, on va à lui, là on parle avec, 2-3 jokes, là il y a une menace. Fait que c'est un film de, tu sais, on se donne des coups de poing, là. Si vous avez vu les bandes annonces, il y a des géants bonhommes de neige en glace, c'est ça, qui sont envoyés par la méchante. Puis là, comment tu fais? Là, tu te donnes des coups de poing, tu te lances dans le mur, puis là, tu te relèves. T'sais, ces gens-là auraient eu beaucoup de commotion cérébrale et de blessures, ce que le film ne montre pas. Fait qu'il y a un peu le côté... C'est très bande dessinée. Il y a une blague de coup de quelque chose dans la fourche d'un méchant. Là. Il y a ça arrive une fois. Mais c'est pas le ton de Maman, j'ai raté l'avion, justement. On parlait de Macaulay Culkin. Là. C'est plus action, sérieux. Ça reste une aventure familiale. C'est pas un film adulte. C'est général et tout. Mais c'est très... écoute, je trouve que ça fait un peu film de gars. Là. Quand j'étais jeune, le jeune Jean-François aurait aimé ça, c'est sûr, cette affaire-là. Fait que... le dernier... Le dernier des héros, là. Last Action Hero, genre ça, mais de Noël. Okay. Fait que...
Ouais, c'est ça. Puis, c'est un film qui a coûté une fortune, 250 millions de dollars et est-ce que l'argent peut-être plus. Est à l'écran ou c'est dans les salaires de ces vedettes? C'est sûr que de ce qu'on voyait des derniers projets qu'il faisait, je pense que The Rock il joue plus juste pour 8 millions pour le fun. J'ai retenu qu'il a battu le record, en fait, du plus grand cachet garanti avec ce film-là? Ouais, 50 millions. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, il en reste 150 pour le film, là, une fois que tu as payé tout le monde. Mais tu sais, c'est un film qui est ambitieux visuellement. Je trouve que c'est qu'il y a beaucoup d'effets numériques, puis à un moment donné, c'est le Père Noël, là, c'est dur de filmer ça en réel, là, c'est comme il y a un traîneau qui vole puis qui transplane puis des affaires de même. Fait que je trouve que l'argent est à l'écran quand même, mais c'est un film très ambitieux. Le film aurait pu coûter 800 millions puis ça aurait juste peaufiné encore plus, là, mais ça n'a pas l'air vulgaire ou quoi que ce soit. Puis je voyais les premières ventes de billets déjà, puis je sais pas c'est quoi le pronostic pour la fin de semaine, mais les premières ventes sont comme très bonnes, là. C'est sûr qu'on est en temps de journée pédagogique puis tout au Québec, là. Fait que ça se peut qu'il y ait des très bonnes fins de semaine. C'est une bonnes vedettes bien aimées du grand public, là. Ouais, pas de Rock et Chris Evans aussi. Je pense que tous les films de Noël, ou presque, sont des classiques pour certains puis pour certaines générations. Fait que ce film-là a le potentiel de le devenir, mais il est pas... Tu sais, Jumanji, si on compare, vu qu'il y a Jake Kasdan, était plus... pour plaire à tous, je trouve, dans cette forme d'aventure. Ici, oui, c'est une aventure, mais c'est plus action. Il y a beaucoup de coups de poing d'en face, puis d'affaires comme ça, quand même. Il y a un moment où ils vont voir on est dans la légende et le folklore noélé. Fait qu'on va voir Krampus, qui est comme le méchant de Noël, qui lui punit les enfants et tout. Puis tu sais, Krampus, avec ses amis, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est comme à la mode ces temps-ci, les concours de claques d'en face, là. Puis, tu sais, il y a des vrais mondes qui font ça, mais ça, c'est des commotions cérébrales, des affaires. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était un gros rustre personnage qui est dans son bar, puis qui est comme super fort, là. C'est un genre de centaure, Krampus, de Minotaure, excuse. Puis, fait que... ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des blagues où, là, The Rock, puis lui, il s'envoie des baffes à la gueule, là. Fait que... oui, mais... Fait que c'est ce genre d'humour-là, voilà. Très bien. Fait que vous êtes avisés avant d'aller voir Red One, mais c'est ça, tu sais, Dwayne Johnson a un fanbase à tout jamais. Je pense que Chris Evans est tranquillement en train de le reconstruire parce qu'il y avait un fanbase en tant que Captain America, mais là, maintenant qu'il est sorti du rôle, il commence à faire des comédies... romantique ou d'action ou autre. Je pense qu'il avait fait une couple de films de plateforme. Là, ouais, c'est celui avec Anna de Armas puis tout, là, qui est un rom-com, etc. Fait que, ouais, c'est ça pour Red One, nom de code rouge, puisque Red, c'est le surnom du Père Noël. C'est comme ça qu'il l'appelle. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup d'espionnage. Là. Ils ont des petites oreillettes, puis ils parlent, puis qui a un visuel sur lui, puis blablabla. Dans les autres sorties, Nikki de Céline Salette, qui t'a parlé d'entrée de jeu, c'est un film biographique sur l'artiste Nikki. On est au début des années 50 à Paris, on suit la mannequin et actrice Nikki Matthews, et qui va être internée en établissement psychiatrique par son mari Harry, parce qu'il a trop weird, puis il a découvert une panoplie de couteaux puis d'armes sous le lit. Des tendances un peu suicidaires. Oui, voilà. Et durant sa thérapie, elle va comme découvrir tranquillement un talent pour l'art pictural, donc très visuel, avec de l'assemblage de morceaux puis des affaires comme ça. Puis on va comprendre qu'elle a un passé lourd d'agressions sexuelles et de trucs comme ça, mais elle se retrouve vraiment coincée dans un monde d'hommes qui disent comme « Non, la bonne femme, calme-toi ». Fait que ce qui est très aliénant et très frustrant, fait qu'à un moment donné, dans une relation avec un amant, lui va l'encourager à trouver, à s'exprimer dans cette forme artistique qui a fait, qui est très défoulatoire, là, des trucs où elle tire du gun puis des affaires comme ça. C'est ce qui a fait un peu sa renommée, effectivement. Donc, elle faisait des toiles, pièces, ouais, c'est ça. Fait que, et c'est joué et incarné par Charlotte Lebon que tu mentionnais. Fait que c'est un film qui a pris l'affiche en France il y a quelques semaines et qui arrive là au Québec. Fait que moi, c'était une artiste que je connaissais pas du tout. Je trouvais ça très intéressant de la découvrir. Puis on dirait que ça arrive... Écoute, tu m'en seras pas, ça arrive à un timing très singulier, c'est-à-dire au moment là au Québec où il vient d'avoir les mâles alpha puis les tradwives puis la régression, où Claire Mondion vient de sortir son documentaire en ligne sur le recul sur les droits à l'avortement et qui vient de sortir une version longue qui va jouer dans certains cinémas là, dès la semaine prochaine d'ailleurs. Puis fait qu'au moment où tu arrives, tu dis tu sais, cet artiste aussi que tous les hommes ils disaient ferme ta gueule puis qu'il essayait de la placer puis de la contrôler puis non tu fabules, ben c'est comme
Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Hein? Ça fait 70 ans. Là. Je sais même pas si elle est encore en vie ou morte. Non, elle est décédée, je pense. Des années 90? Peut-être même début des années 2000. Puis, non, ça, je suis allé lire un petit peu. Puis, elle a vraiment connu une carrière intéressante où elle faisait aussi de la sculpture, tout ça. Fait que plusieurs de ses œuvres là, qui ont été commandées dans différentes villes, même aux États-Unis ou ça. Fait que, parce qu'elle était mariée ou un Américain, ou en tout cas, fait qu'elle a quand même demeuré aux États-Unis un certain temps. Puis, fait que je pense que si ce genre de film-là vous branche, c'est intéressant, c'est bien fait, c'est bien joué. Et Charlotte Lebon, je pense que c'est vraiment l'attrait principal du film. Ah oui, elle porte sur ses épaules, comme on dit. Juste vraiment très, très forte. Puis elle est de tous les plans. Tu as discuté avec elle? Oui, c'est effectivement. C'est un fun fact, c'est quelque chose à dire? Qu'est-ce que j'ai comme fun fact? En fait, Charlotte, elle est aussi artiste visuelle. Hein, je sais pas, mais elle fait beaucoup de peinture, d'illustration, de la photo. Photographie, les trois, ouais. Donc, fait qu'elle connaissait brièvement comme ça un peu l'œuvre de Nikki, mais pas nécessairement sa vie. Alors, pour elle, elle avait vraiment pris ce rôle-là comme un cadeau, justement, parce que à ce jour, elle dit que c'est vraiment son plus grand rôle, là, où elle a vraiment pu s'exprimer là, comme mettre en valeur tous ses talents de comédienne. Mais c'est un film qui a été tourné vraiment à très petit budget. Je pense que c'était comme 400 000 € que Céline mentionnait. Et elle a tourné vraiment avec une équipe réduite. Fait qu'il y avait genre 3-4 machinistes. Il n'y avait pas de maquilleur. Fait que c'était Charlotte Lebon qui se maquillait elle-même. Fait que pour économiser de l'argent, du temps aussi. Fait qu'elle disait, puis elle voulait amener cette idée-là de tourner un peu en liberté, comme Nikki pouvait créer. Fait que ça crée une drôle de dynamique qu'on connaît moins sur les plateaux de tournage, mais que Charlotte a quand même bien apprécié. Là. Fait que l'entretien devrait être sur la page Internet de Mon Ciné dans les prochains jours, là, en début de semaine prochaine à suivre. Parfait. Écoute, ça fait le tour pour nous, ce qu'on couvre cette semaine. La semaine prochaine, le 22 novembre, on dirait qu'on est en pré-Thanksgiving. Il y avait beaucoup de films là-dedans qui voulaient sortir pour le Thanksgiving américain, l'Action de grâce, puis ils ont vu qu'il y avait trop de monde au portillon. Fait qu'il y en a quelques films qui ont décidé de sortir une semaine plus tôt, donc la semaine prochaine, le 22. Gladiator 2, Gladiator 2 de Ridley Scott, qui est 24 ans plus tard. À peu près. Et on se demande toujours, est-ce que c'est la suite qu'on avait tant besoin? Mais les premiers échos sont très bons. Effectivement, sont très positifs. Fait que je suis curieux de voir. Puis Wicked, justement, de John M. Chu. Ça aussi, et ça, c'est on parle de quasi chef-d'œuvre. Oui, puis c'est un drôle de projet parce que les comédies musicales ont toujours une certaine popularité, mais beaucoup à Broadway. Et on persiste à toutes les adapter, une après l'autre, au cinéma. C'est la grosse mode. Et c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça marche vraiment pas pour tout. Et dans le cas de Wicked, je vais vous spoiler ça, c'est un film en 2 parties. Fait que la première partie prend l'affiche la semaine prochaine. La deuxième, à peu près à la même date, l'an prochain. La première partie dure 2h40. La deuxième, je sais pas, mais j'imagine un bon 2 heures. Fait qu'on est comme, ouf, ça a l'air fastidieux, puis c'est l'adaptation d'une pièce de Broadway. Mais les premiers échos sont dithyrambiques, on crie au chef-d'œuvre. C'est un phénomène qu'on connaît moins au Québec, mais aux États-Unis, quand même, le phénomène Wicked était très fort. Oui, qui est un prequel du Magicien d'Oz. Oui, c'est ça. Fait, on raconte la jeunesse de la méchante sorcière. Mais ça roule depuis une vingtaine d'années. Puis, tu sais, je l'ai vu souvent apparaître dans toutes sortes d'émissions. Puis, elle fait partie de la culture populaire américaine, mais moins chez nous. Fait que j'ai hâte de voir au Québec comment ça va être reçu. Mais déjà que les échos sont extrêmement dithyrambiques. Fait que moi, ça me donne encore plus le goût parce que je dois avouer que ça me laissait un peu de marbre. Là, tu sais, je suis curieux de le voir, mais ça ne m'attirait pas plus que ça. Mais là, avec tout le buzz qu'il y a, puis... Donc, à découvrir. Puis je dois avouer que même, je vais confesser, puis je pense que je vais l'écouter, j'ai jamais vu Le Magicien d'Oz. Moi non plus. Je me fiais sur toi. Non, écoute, ça fait partie d'un de ces classiques-là que j'ai jamais écouté de ma vie. Fait que je pense que j'ai l'occasion, la raison pour me le taper. Je pense que je vais faire ça. OK. Fait qu'il y aura ça. Et aussi le roman de Jim que tu as discuté avec l'équipe. On en parle la semaine prochaine. Très beau film. Histoire assez unique aussi, je trouve. Dans le point de vue de la parentalité. Oui, c'est ça, du côté, disons, d'un beau-père qui n'a pas de droit biologique sur un enfant. C'est ça, et bien d'autres films sûrement. Pour nous contacter, écrivez-nous comme d'hab par courriel balado@commercialmonciné.ca et suivez-nous sur les plateformes. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Puis on dit jamais ça, mais mettez donc un thumbs up ou 5 étoiles ou 4 étoiles au moins, là, s'il vous plaît. Soyez généreux. Oui, c'est ça. Comme sur Letterboxd, sinon c'est trop gênant. Après ça, on vous croise. Puis là, vous dites pourquoi tu m'as donné juste 2 étoiles? Parce que je me souvenais plus du prénom de quelqu'un
ou parce que mon téléphone a sonné. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province et visitez le monciné.ca pour, entre autres, les articles, les chroniques de Pat, les entrevues qui vont venir et pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite de bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous avez le goût de tout lâcher, là, de lâcher votre job, choisissez-en une donc plus facile que d'être berger.